Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de F1. Je m'appelle Abdoussal et voici le tout premier épisode de cette série produite par le bulletin F1. Histoire de F1 est une série racontant quelques moments historiques et ou inusités dans l'univers de la Formule 1. Pour ce tout premier épisode, nous avons décidé d'honorer la mémoire d'un pilote canadien qui avait tout ce qu'il fallait pour accéder à la F1. Avec l'arrivée de Nicolas Latifi, seul recrue en 2020 et nouveau pilote chez Williams, il y aura 2 représentants du Canada dans la catégorie reine du sport automobile de manière permanente, une première en 70 ans, et ainsi un 13e pilote de la feuille d'érable. Par contre, ce nombre aurait pu monter facilement à 14. Il faut remonter au milieu des années 80 pour voir un pilote du meilleur pays au monde, c'est selon l'ancien premier ministre fédéral, Jean Chrétien, se rapprocher de la F1. Parce qu'il n'y avait pas que le nom Villeneuve qui devait être synonyme de succès dans la première division du sport auto. Aujourd'hui, on parle de Bertrand Faby, une vedette montante partie beaucoup trop tôt. Comme dans n'importe quel sport, on entend parler de futurs prodiges, du héros qui rendra la nation fière, comme Laurent Duvernay-Tardif l'a fait en devenant le premier Québécois à remporter le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City. Si Gilles et Jacques Villeneuve ont réussi cela en Formule 1, le Québécois Bertrand Faby aurait fait partie de cette liste, n'eût été de son décès tragique en février 1986. Pourtant, ses résultats dans les catégories juniors ainsi que son style de pilotage remarquable laissaient entrevoir une carrière probablement intéressante. Né à Roquefort, Sherbrooke, dans les cantons de l'Est, en 1961, Faby s'intéressa à la course automobile à la fin des années 70. Le moment catalyseur, les exploits d'un certain Gilles Villeneuve. Contrairement à certains animateurs d'un podcast de F1 que vous écoutez présentement, je ne vise personne, Faby décida de prendre des cours de pilotage à l'école Jim Russell sur le circuit du Mont-Tremblant dans les Laurentides en 1982. Le professeur de l'école était nul autre que Richard Spenard, pilote émérite en Amérique du Nord, ancien coéquipier de Gilles Villeneuve en Formule Atlantique et enseignant de Jacques Villeneuve, Greg Moore, Patrick Carpentier et Ron Fellows, qui a été nouvellement nommé membre de l'Ordre du Canada. Pour un jeune homme n'ayant jamais roulé dans un kart de sa vie, Faby impressionna rapidement Spenard. J'ai été impressionné par son contrôle de la voiture. Il était un excellent pilote, quelqu'un qui apprenait vite et était vraiment discipliné, raconta Prof Spenard à motosport.com en 2016. Ah oui, il y a quelque chose que j'avais oublié de mentionner. Faby conduisait souvent des ambulances, sa famille ayant une compagnie d'ambulance en Estrie. C'est sûr que de piloter ces camions d'urgence l'a aidé à la conduite de monoplace avec plus ou autant de chevaux vapeur. Ayant aimé son expérience à Jim Russell, Bertrand Faby troqua les camions d'ambulance pour les voitures de course de manière temporaire. Tout ce qu'il apprit avec Richard Spenard fut appliqué lors de sa première course officielle recensée, c'est-à-dire au toujours populaire et célèbre Grand Prix de Trois-Rivières en 1982. Au volant d'une Honda Civic dans la série Honda Michelin TRX Challenge, le Sherbrookeois parvint à se qualifier en 11e place sur les 23 participants. Malheureusement, il dut abandonner à la mi-course. L'aventure de Faby dans les sports motorisés se poursuivit avec des épreuves très locales. En 1984, l'homme, alors âgé de 23 ans, continua d'être instruit par Richard Spenard. Cependant, un autre pilote suivit des cours avec Spenard. Raymond David, un homme d'affaires québécois œuvrant dans le domaine de l'assurance, se proposa de devenir l'agent de Faby, afin que ce dernier puisse participer à des championnats nationaux
et ainsi poursuivre sa carrière en Europe. Or, c'est dans le championnat canadien de Formule 2000 que Fabi fit ses débuts en monoplace avec l'équipe Spenar-David. Pour sa première course dans ce championnat, en juin 1984, il termina 6e. Une semaine plus tard, le natif de Rock Forest fit ses premiers tours de roue sur la piste portant le nom de son idole, le circuit Gilles Villeneuve, comme course de soutien au Grand Prix du Canada. Fabi se qualifia 3e sur la grille de départ, mais dut abandonner à 6 tours de la fin. À la fin de la campagne 1984, il se classa au 4e rang du classement général avec 95 points. De plus, il reçut le titre de recrue de l'année. Avec une Van Diemen RF84 parfois difficile à manier et malgré son inexpérience visible, il a été impliqué dans quelques incidents, ce qui est tout à fait normal. Fabi s'en sortit assez bien. En plus, il remporta une course hors championnat à Shannonville en Ontario, toujours en F2000. Pour 1985, gros dilemme. Continuer son développement au Canada ou tenter sa chance dans les Europes? Oui, j'ai dit les Europes. C'est ce que posa Raymond David à Bertrand Fabi. Ce dernier prit la deuxième option. Il réussit à trouver 50 000 $. Aujourd'hui, pour la famille Stroll, c'est probablement des peanuts, surtout quand vous achetez Aston Martin, des parts d'Aston Martin, pour poursuivre son parcours en Grande-Bretagne. Pour ce faire, il passa d'une Van Diemen à une Reynard 84, adaptée au règlement de 85, ce qui faisait un meilleur châssis que ce qu'il conduisait au Canada. Arrivé dans les paddocks britanniques comme un véritable inconnu, Fabi impressionna l'univers de la course automobile européenne. Tout d'abord avec Penistone Racing, j'ai essayé de ne pas rire en disant cela, je vous jure. Il participa au BBC Grandstand Trophy, un championnat d'hiver de Formule 2000 britannique, où son meilleur résultat fut une 5e place. Cependant, il surprit tout le monde en remportant le championnat britannique de Formule 2000 à son année recrue, avec Penistone Racing et avec l'équipe Richard Dutton, ainsi que de s'emparer des championnats européens et Benelux de Formule 2000. Lors de la saison 85 au pays de Lewis Hamilton, ironiquement né cette année-là, Fabi remporta sa première victoire à Castle Combe à la 9e ronde, alors que ses adversaires comptaient déjà au moins un triomphe à ce stade de la campagne. Dans le championnat européen, il gagna les 3 premières épreuves en battant ses rivaux britanniques Dave Coyne et un certain Martin Donnelly qui eut une brève carrière en Formule 1 entre 1989 et 90. Ne googlez pas son accident RS en 90, le résultat est horrible. Sa forme dans les dernières manches de la série britannique le vit mener le championnat devant Donnelly. Le tout allait se jouer dans l'avant-dernière ronde à Oulton Park, un circuit que j'adore dans Project Cars 2. Sur la ligne de départ arrivée, Fabi et Donnelly furent nez à nez, mais s'accrochèrent alors qu'ils ne se laissèrent même pas d'espace. Collision et abandon subite pour les deux belligérants. Cependant, comme les deux ne marquèrent aucun point, c'est Fabi qui fut couronné champion de la saison British 85. Une étoile montante est née. Avec son contrôle de la voiture remarquable, sa maturité exceptionnelle et une certaine constance, les experts firent de Bertrand Fabi un futur champion en Formule 1. Enfin, le Canada pourrait avoir son premier champion, ce que Gilles Villeneuve aurait pu devenir en 1979. Dick Bennett, le patron de Surrey Racing, fut complètement ébahi par le pilotage de Fabi et il décida de le recruter dans son équipe pour 1986 en Formule 3 britannique, ce qui était
une des dernières étapes avant d'accéder à la Formule 1. Bennett, un Néo-Zélandais qui a immigré en Angleterre en 1972, a vu 3 pilotes remporter le championnat britannique lors de ces 5 dernières années. Dr. Jonathan Palmer, 1981, Mauricio Gugelmin en 1985 et un certain Ayrton Senna en 1983. De plus, Fabi allait avoir comme coéquipier un certain Damon Hill qui passa de la moto à la monoplace à 4 roues. Au mois de février 86, West Surrey Racing, ou WSR pour faire sa court, devait effectuer des tests privés à Silverstone, mais le mauvais temps a changé les plans. À la place, l'écurie décida d'amener la World RT30 au moteur Volkswagen à Goodwood, dans le sud de l'Angleterre. Si le circuit était fermé pour n'importe quelle forme de course officielle, il était encore disponible pour des essais privés. Il faisait froid et la piste était détrempée et il y avait encore quelques plaques de glace. Les mécaniciens demandèrent à Fabi de ne pas porter attention au chrono réalisé par David Scott qui conduisait une Reynard. Cela n'empêchait aucunement le Québécois de se montrer rapide au volant de la route. Il roula à vive allure, mais perdit le contrôle au virage Madgewick, le premier virage du tracé de Goodwood, et heurta violemment une butte gelée de ce tournant. Il ne parvint guère à sortir de sa voiture. Fabi, souffrant de blessures à la tête, à l'abdomen et aux jambes, fut transporté d'urgence dans un hôpital proche du circuit. Au bout d'une opération durant 3 heures, les médecins parvinrent à amputer une de ses jambes, mais les dégâts causés au cerveau étaient trop sérieux. Il fut placé dans un coma artificiel. Directement arrivés de Rockford, les parents de Fabi prirent la difficile décision de ne plus le maintenir artificiellement en vie. Quelques heures plus tard, le samedi 22 février 1986, Bertrand Fabi succomba à ses blessures à l'âge de 24 ans. Le monde de la course automobile perdit une étoile montante, le Canada, son futur héros, celui qui pouvait succéder à Gilles Villeneuve comme vedette internationale du sport motorisé. Quand on dit que Fabi avait le potentiel pour non seulement devenir un grand pilote de F1, ce n'est pas par hasard. Dick Bennett, qui avait suivi les prouesses de Fabi en 85, disait de lui qu'il était aussi bon qu'Ayrton Senna. Senna et Fabi avaient la même personnalité, étaient tous les deux rapides, incroyablement concentrés, passionnés et possédaient une énorme confiance en soi, disait Bennett. Ironiquement, ces deux pilotes avaient remporté un championnat de manière controversée. Senna sortit Alain Prost lors du premier tour du Grand Prix du Japon 1990 afin de remporter un deuxième championnat des pilotes en F1. Quant à Fabi, il y a eu cet accident avec Martin Donnelly en 1985 dont je mentionnais plus tôt. N'oublions pas que les deux étaient passionnés par la course automobile et malheureusement ont subi une fin tragique. Vous n'êtes pas convaincu du talent qu'il avait? Henrik Larsson, une légende danoise de la course automobile, clama que Fabi et Senna furent les 2000 meilleurs pilotes contre qui il a fait face durant sa carrière, suivi de Mika Häkkinen, double champion du monde en Formule 1 en 1998 et en 1999. C'est facile de dire qu'il aurait été un grand pilote de F1, mais Bertrand Fabi était perçu, très bien perçu même, par le paddock européen. Arrivé dans le vieux continent avec très peu d'expérience et gagner des épreuves contre des adversaires qui conduisaient des bolides depuis l'âge de 3 ans, ça relève d'un talent remarquable. À la suite de son décès tragique, en février 86, il y eut plusieurs hommages pour perpétuer sa mémoire.
Depuis cette même année, le trophée Bertrand Faby fut créé pour remettre aux pilotes s'étant illustrés sur la scène nationale et internationale de la course automobile au Canada. Le premier récipiendaire fut Richard Spener, le professeur de Faby à l'école de pilotage Jim Russell à Tremblant. Cette année-là, en 86, il avait remporté le championnat canadien de Formule 2000. Lance Stroll, actuellement chez Racing Point, a été le grand vainqueur de l'édition 2016 avec son titre de champion de la Formule 3 européenne. Le récipiendaire en 2019 a été le Québécois Michael Grenier à la suite d'une saison magnifique en série internationale GT Open en championnat de GT3 où il avait fini deuxième dans sa catégorie. Ironiquement, Jacques Villeneuve n'a jamais gagné ce trophée malgré sa victoire aux 500 000 d'Indianapolis et de kart en 1995, ainsi que son championnat du monde de Formule 1 en 1997. Autre hommage à Faby, une portion du circuit de Shannonville qui a été récemment vendue a été rebaptisée en son honneur. De plus, en 1989, la ville de Rock Forest baptisa le boulevard Bertrand Faby, qui est devenu la rue Bertrand Faby avec l'annexion de Rock Forest avec Sherbrooke en 2002. Pour finir, le site Autosport plaça Faby au 39e rang des 50 pilotes qui n'ont jamais couru en Formule 1. Imaginez si Bertrand Faby était encore vivant. On aurait eu probablement 14 pilotes canadiens en Formule 1 depuis 1950 et peut-être 2 champions du monde. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook au facebook.com/bulletin F1, sur Twitter et sur Instagram avec le nom Le Bulletin F1 en un seul mot. Visitez notre site Bulletin F1 pour lire toutes nos chroniques et bulletins d'avant et d'après course, ainsi que tous nos podcasts, incluant la balado régulière présente à chaque semaine et Histoire de F1. Nos balados sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Play Music et les autres plateformes de diffusion. Je m'appelle Abdoussal et retrouvez-nous pour le prochain épisode de Histoire F1.